Donc bonjour Pierre, Salut Jean-Michel. je suis content de prendre un temps avec toi pour discuter de ton livre, hein, ton nouveau livre qui vient de sortir. Voilà, le voilà. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il est là, D'accord, c'est bien. voilà. On va prendre du temps ensemble pour discuter un petit peu de ce livre et comment tu l'as écrit, hein. Tu es psychologue, tu es psychothérapeute en gestalt thérapie, tu es docteur en psychologie clinique et tu es donc cofondateur aussi de l'école Changer, qui est l'école donc de Gestalt du Nord de Lille, que où tu as été donc formateur et superviseur pendant de longues années, parce que là, été en 2001, si je me trompe pas, Mhm. quand même 24 ans. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette école? Parce qu'on pourrait être formateur dans une autre école. Là, tu as voulu créer cette école, donc changer, ça s'appelle Oui. Champ Gestalt, hein. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette école? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? D'accord. Je vais revenir un peu sur justement sur les éléments qui m'ont poussé finalement à découvrir la geisha thérapie d'abord, puisque comme tu l'as dit, je suis psychologue et j'ai travaillé 16 ans en service public d'abord avec des enfants en pédopsychiatrie, et donc je me suis trouvé assez vite démuni finalement quand je m'étais face à un enfant pour pouvoir l'accompagner. Tout ce que j'avais appris à l'école, à l'université, c'était assez théorique et effectivement la psychanalyse n'avait pas non plus apporté beaucoup d'aide à ce sujet-là, hein. Mhm. Donc c'est comme ça que j'ai cherché à me former et donc je suis parti à l'école parisienne de Gestalt à Paris, à l'époque c'était l'IFEP, pour me former et puis finalement j'ai poursuivi une formation en Gestalt thérapie puis comme Gestalt thérapeute, voilà. Donc au départ j'étais assez enthousiaste, hein, j'avais découvert effectivement la thérapie d'ici et maintenant, le travail sur les émotions, le travail sur le corps, le rapport à l'environnement aussi qui était très important avec la notion du champ. Tout ça, finalement, m'a beaucoup aidé, m'a accompagné dans mon travail d'accompagnement des familles et des enfants. Et puis, un peu à la fois, l'enthousiasme est un peu descendu parce que je me suis confronté à certaines limites, hein. Limite d'abord des repères théoriques, hein. La gestalt-thérapie n'avait pas élaboré vraiment une thérapie de la psychogénèse de l'enfant, ni des repères clairs en psychopathologie. Donc, effectivement, là, il y avait un peu des blancs. Ensuite, effectivement, dans la pratique, j'avais certaines erreurs aussi. Un peu à la fois, je me suis mis aussi à faire des groupes thérapeutiques aussi d'adultes, et ça m'a montré encore que cette approche cathartique risquait, après un soulagement momentané, de mener à une aggravation des troubles et à une chronicisation, hein. Bon, toutes les recherches sur les traumas aujourd'hui l'ont montré d'ailleurs, hein. Donc, on privilégiait effectivement à l'époque dans les gestalt classiques, en fond, l'expression de l'agressivité, d'ici et maintenant, on tapait sur des coussins, on criait, confrontait, voilà. Mais finalement, j'ai revisité ça et j'ai lu un livre de Stemler qui m'a beaucoup intéressé sur cette revisiter la gestalt sur la théorie de l'agressivité, hein. Et en fait, lui, en fait, il dit que Peirce a sans doute a confondu deux émotions, l'émotion du seeking au sens d'appétit d'aller vers, hein, et avec la colère ou la violence, au fond, c'est aller contre, hein, l'emportement explosif colérique, hein. Et donc finalement, cette confusion finalement a amené quelques erreurs, disons, dans le parcours thérapeutique. Et puis ensuite aussi la gestalt-thérapie des fondateurs, alors dans un contexte post-68 ans, hein, parce que moi mes études ont été dans les années 80 en gestalt, étaient assez floues sur les règles à respecter. On mettait en avant la liberté, la responsabilité du patient. On voulait lui éviter d'introjecter à nouveau, hein, donc libérer l'individu de la névrose de masse généralisée par les pressions normatiques, hein, de la société, hein. Bon, tout ça finalement c'était une réaction, hein, par rapport justement aux bien-pensants de l'époque, hein. Mais ça a amené effectivement quelques difficultés, le déni du transfert, la pseudo-égalité des rôles patient-thérapeute. Elle ouvrait la porte aussi à des abus de pouvoir, hein, dont j'ai été témoin, parfois acteur à mon insu, et qui a pu entraîner de la confusion, voire être toxique, hein. Cette reconnaissance des limites de la théorie initiale a amené heureusement à une évolution, hein, qui a amorcé depuis plus de 35 ans maintenant, et à travers deux courants principaux, hein. La phénoménologie et la théorie du champ, hein, qui a surtout été portée en France par Jean-Marie Robin, et donc effectivement qui a connu un essor assez important. Et en parallèle, alors, dès 1979, Gilles Delisle est arrivé en France pour proposer des formations et donc a développé avec ses élèves, d'ailleurs dans un séminaire clinique à Paris, sa théorie, hein, qu'il a développée et publiée en 1998, hein.
Et donc, sa La proposition, PGRO, hein, c'était, c'est ça. voilà, c'était de réviser de façon intégrative la théorie du self à la lumière de la théorie des relations d'objets, de la théorie d'attachement et un peu plus tard des neurosciences affectives, hein, notamment de Cosolino et d'autres. Hein. Mhm. Alors c'est ce second courant que j'ai choisi. Hein. Cette rencontre avec Gilles Delisle m'a beaucoup touché aussi par la finesse clinique et sa rigueur théorique et ma participation à ces différentes formations à Paris, puis ensuite au Québec, hein, donnait vraiment une assise à ma pratique. Elle a veillé vraiment ma curiosité pour poursuivre ces recherches dans le domaine des pathologies limites, de la recherche, de la perte et de l'abandon, hein, ainsi que dans la formation des thérapeutes. D'où effectivement mon intérêt aussi pour développer la formation que j'avais commencé déjà à développer au sein de l'EPG. On avait développé dès 1993 une école, une antenne lilloise, disons, de l'école parisienne de De Gestalt. l'EPG, d'accord. Et on faisait déjà donc des cycles 2. Et puis à partir de 98, on a aussi proposé deux cycles 3. Et puis en fait cette équipe qui était composée de moi-même, Yves Mérès, puis ensuite Didier Juston, Jacques Péaron et Elisabeth Drault bien sûr, hein, et puis un peu plus tard alors Jeanne Boyeval. Et Sophie de Coster, qui a participé aussi à au démarrage de notre école, finalement, où on a décidé de faire une séparation et de démarrer une école nouvelle qu'on a appelée Changer. Et Donc, qu'est-ce qui dans la PGRO particulièrement t'a touché par rapport à ce que tu pouvais voir dans les autres méthodes, on va dire, d'avant utilisées? bah, cette approche, effectivement, où bien sûr on reste centré, on garde, disons, l'apport essentiel de la gâchette-thérapie. Hein. C'est pour ça que moi j'ai toujours tenu à ce nom gâchette-thérapie Mhm. tullien. Mais on y ajoute effectivement une perspective développementale plus importante, puisque finalement on fait des va-et-vient entre le présent et le passé, et on essaie finalement de voir comment ce passé vient contaminer nos contacts au présent, hein. Et cette relation finalement qui se fait dans la vie réelle, mais aussi dans la relation thérapeutique, dans l'histoire de la relation thérapeutique et dans le présent de la relation avec le thérapeute, éclaire beaucoup finalement la façon de travailler avec ses patients. On repère, on observe au fond directement ces dysfonctionnements, hein, ce qu'on appelle les impasses de Mhm. contact ou les dilemmes de contact, et puis en fait on essaie de voir au fond comment ça se reproduit, mais aussi comment effectivement faire en sorte de les repérer, de les reconnaître et aussi du coup de les réparer, de tenter de réparer ces blessures du passé, hein, Mhm. et d'agir autrement. Hein. Voilà, et ça, effectivement c'est un travail de transformation qui demande du temps, de longue haleine, et effectivement beaucoup de finesse clinique et thérapeutique. Hein. D'accord. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché dans le travail avec Gilles et qu'on a essayé effectivement de poursuivre au sein de notre école. Hein. Donc tu pourrais dire que la PGRO donne plus de structure à la Gestalt. Oui, c'est ça, on pourrait dire structuré, c'est D'accord. vrai. Ça donne une cohérence, hein. Et effectivement, tout l'apport des auteurs de la relation d'objets, hein, que toutes les auteurs comme Bowlby, par exemple, qui ont beaucoup travaillé sur l'attachement, ont beaucoup effectivement éclairé, parce qu'effectivement, il y a une ouverture multimodale en PGRO qui s'intéresse, disons, à différents auteurs qui viennent enrichir, au fond, le regard qu'on peut poser sur différentes pathologies des patients, hein. D'accord. Et du coup enrichir notre stratégie thérapeutique. On en vient à ton livre. Donc, fin de thérapie, traces et séparation, hein, aux éditions L'Harmattan. Mhm. Si. Alors, moi, j'ai lu ton livre, Pierre, et j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il se lit facilement. Mhm. J'ai beaucoup aimé, en fait, à chaque fois que tu présentes un chapitre ou une vignette clinique donc d'un patient ou d'un client que tu as accompagné, il y a toujours une poésie. Il y a toujours un texte personnel que tu mets Mhm. qui rattache à la fois la personne que tu as accompagnée, donc son histoire brièvement, et puis un côté qui est très touchant de ta part, qui est l'humain que tu es en tant que Mhm. thérapeute. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve que tu arrives à avoir une synthèse entre la rigueur théorique que tu amènes et à la fois cet aspect touchant où tu parles de toi et de tes patients. Donc ça me fait penser un peu à euh, dans ce livre tu arrives à capter le lecteur, c'est-à-dire que tu arrives. Moi quand j'ai lu ce livre, c'est comme si tu me parlais.
Mhm. Et c'est comme si tu me parlais de tes clients, mais aussi de toi. Mhm. Euh, j'ai trouvé que tu ouvrais un petit peu ton jardin secret où tu parles de tes questionnements, de tes doutes, de tes zones d'ombre aussi en tant que thérapeute. Voilà, donc ça m'a beaucoup touché. Euh, et je trouve que c'est un livre qui est intéressant parce que, comme tu le disais, c'est pas, on trouve pas facilement des livres qui parlent de la fin ou des fins de thérapie. Hein, tu en parlais. Et donc, j'avais une première question qui était, est-ce que le fait que tu arrives un petit peu à ce moment de retraite pour toi, enfin, en fin de travail thérapeutique, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça a apporté, est-ce que ça a donné du sens à ce livre que tu as écrit? Oui, je crois que c'est intéressant de voir un petit peu l'historique de ce livre, hein. J'avais effectivement déjà publié plusieurs ouvrages au sein de Changer, hein, un qui s'appelle Passager de la vie Mhm. en 2003, L'espace-temps de la psychothérapie en 2014, et puis le lien précoce, lien actuel, lien thérapeutique en 2020. Donc c'est surtout finalement des recueils d'articles qui sont finalement à la fois théoriques, hein, mais aussi cliniques. Donc finalement c'est un apport, disons, finalement conséquent sur le plan théorique par rapport à la PGRO, hein. Mhm. Là, effectivement, pour les deux derniers ouvrages que j'ai publiés, Le psychothérapeute, un éveilleur de conscience, aux éditions Emmerich, B, et puis ce dernier, alors fin de thérapie, finalement, sont un petit peu plus personnels, je dirais, disons, sont plus cliniques. Bien sûr on s'appuie, je m'appuie toujours finalement sur la théorie de la PGRO, mais effectivement, j'essaie de finalement voir comment effectivement dans la relation patient-thérapeute, finalement, je suis présent. Euh, alors effectivement, comme tu le disais, la retraite a été bien sûr l'occasion de clôturer des relations, et donc finalement l'idée de faire un livre sur fin de thérapie m'est venue à ce moment-là, hein. Euh, j'ai veillé donc à me séparer au mieux de chacun de mes patients avec qui s'était noué une relation unique, hein. Et donc, c'est pas simple, effectivement. Mhm. J'avais déjà quitté mes patients quand j'avais quitté le service public avec les enfants, mais là, effectivement, cette deuxième rupture, finalement, a été assez douloureuse pour moi. D'ailleurs, effectivement, j'ai eu quelques problèmes de santé à la suite de ça. Effectivement, j'ai fait le lien, bien sûr, par rapport à cette rupture qui avait été difficile pour moi. Si elle a été pour moi, elle l'a été aussi, bien sûr, pour un certain nombre de patients. Et c'est pour ça que j'ai pris du temps aussi, finalement, pour créer l'annoncer d'abord et puis finalement travailler la fin avec eux, hein. Elle me renvoie bien sûr à des épisodes de l'enfance où j'étais séparé dans ma famille, hôpital, pension, famille, puis à l'adolescence aussi, des problèmes de séparation. Donc tout ça finalement a réactivé beaucoup de choses émotionnelles en moi, hein. Ce travail d'écriture, justement, a été un moyen pour moi de prendre du recul, de réguler mes affects négatifs qui sont revenus en force dans ce moment de crise existentielle où j'ai renoncé à la vie professionnelle. Et ça m'a permis un passage en douceur pour quitter au mieux mes patients, prendre de la hauteur, superviser leur départ dans la vie et transformer tout ça en changement optimal. Donc l'effet de fin de thérapie a été bouleversant pour mes patients qui n'étaient pas prêts à vivre ce passage. Certains étaient encore fragilisés par leur propre souffrance. Et moi, j'ai mieux saisi, bien sûr, avec eux, combien le terme d'un tel chemin est une étape à part entière, hein. C'est ce que j'ai essayé de développer au fond autour du livre et qu'il convient de prendre le temps de la traverser ensemble, hein, patient et thérapeute. Alors, je me suis inspiré bien sûr de Gilles Delille qui avait fait un séminaire clinique sur ce thème, hein, et donc le premier chapitre s'en inspire notamment, et puis ensuite suit 10 récits de patients que C'est j'ai ça. accompagnés, bon, parmi la vingtaine que j'ai accompagnés, hein, à la fin. Et donc j'ai pris soin effectivement de faire des interviews avec un certain nombre de questions pour permettre de comprendre finalement qu'est-ce qui s'était passé, hein. Comment ils vivaient ce sens de séparation, qu'était l'effet de cette expérience passée ensemble sur leur vie actuelle, quelle évaluation faisaient-ils de ce chemin, trop longtemps ou souvent de plusieurs années, hein, et qu'est-ce qui les amène surtout à changer, hein. Comment ils m'avaient aperçu moi aussi comme thérapeute et quel type de relation on avait noué tous les deux. Donc c'est plutôt une approche clinique qualitative que j'ai abordée, hein. J'ai pas fait de statistiques, j'ai pas voulu Mhm. faire trop de science, mais je me suis limité sinon, à un certain nombre d'interviews, hein. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est que tu mettais fin avec un S aussi
Parce qu'en Oui. fait, il y a la fin de thérapie, effectivement, ou les fins de thérapie, elles sont un peu toutes différentes, hein, selon les patients que l'on accompagne et avec le lien que tu établis avec eux aussi, parce que ce lien fait vie, c'est du relationnel. Mais je trouvais intéressant euh, de se dire que tout au long de la thérapie, avant que la thérapie se termine en elle-même, il y avait des petites fins en fait. Comme à un Mhm. moment donné, des changements dans le comportement de la personne qui peut se dire voilà, je termine quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de voir, d'ouvrir mon cadre de référence, un changement de comportement, des choses comme ça. Et donc, je me disais que ça montrait bien que dans la thérapie, il y a toujours des fins, des petites fins qui se mettent en Mhm. place tout au long du cadre de la thérapie. Voilà. Ouais. Donc, je voulais savoir comment est-ce que tu travaillais ça aussi tout au long de la thérapie. Est-ce que dans le fond, on travaille des petites fins à chaque fois? Oui, alors je pense qu'effectivement la fin ultime finalement elle marque, disons, une traversée assez longue, hein, mais effectivement tout autour de cette thérapie, finalement, il y a des crises qui peuvent amener effectivement soit des désaccords, des erreurs, des Mhm. ruptures, des remises en cause, qui sont toujours l'occasion finalement d'un requestionnement et de voir finalement qu'est-ce qui du thérapeute et du patient est en jeu, parce qu'effectivement je pense que le thérapeute doit aussi se questionner à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui vient bien sûr du patient qui vient réévoquer au fond sa problématique et ses difficultés. Je pense par exemple à une personne qui à chaque vacances finalement vivait ça de façon insupportable et effectivement me faisait des scènes pendant Mhm. plusieurs séances, effectivement, à la limite un petit peu du chantage affectif, hein, pour pouvoir effectivement prolonger ou avoir des séances en visio Mhm. de façon répétitive. Voilà. Et tout ça finalement nous a amené à retravailler finalement sa problématique d'abandon, hein, Mhm. qui Cette était peur de l'abandon avec toi. qui était très douloureuse pour elle. Mhm. Pour toi, la fin de thérapie, c'est une co-construction, c'est-à-dire vraiment, c'est l'engagement du thérapeute aussi dans cette fin de thérapie pour toi. Mm. Oui, parce qu'on est deux, hein. Comme je le disais, j'ai fait des interviews et donc dans cette interview, le patient s'implique, mais moi je m'implique aussi, puisqu'en fait c'est un moment où ça se dénoue, hein. Effectivement, j'aurais pas fait ça en début de thérapie, hein. Le dévoilement du thérapeute, effectivement, doit être mesuré au fur et à mesure de l'évolution. Mais cette fin de thérapie, finalement, qui est une étape à part entière, le thérapeute se dévoile davantage, hein. Même s'il laisse bien sûr une part importante à la parole du patient, mais effectivement, on peut aussi finalement évoquer au fond quels sont les moments qui ont été difficiles pour lui et comment ça s'est passé. Et du coup, cette co-construction se fait ensemble, hein. C'est une expression d'ailleurs que je reprends de Gilles Delisle, hein. Mais Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la fin n'est qu'une étape ultime de ce long parcours, hein, en psychothérapie de transformation. Et donc, effectivement, c'est tout au long du parcours qu'on travaille la question du changement, hein, qui est une modification, une évolution, une révolution parfois, voire un bouleversement, hein. hum, Et donc, en fait, il y a le début de la thérapie qui est important, hein, qui permet de créer l'alliance en établissant une relation avec le patient, de voir les motivations, la dynamique du patient, poser la demande, poser un cadre, établir une évaluation rigoureuse de la problématique afin de proposer une stratégie optimale. Puis ensuite, il y a le cœur de la thérapie qui est important. Ça permet de déployer les relations à travers différents moments, des variables suivant le patient, le thérapeute, le type d'intervention proposée. Et donc, on va se définir à peu près 4 étapes, hein, dans cette phase: identifier les répétitions, les reproductions, dialoguer sur les situations du passé dans une recherche de sens, accompagner le changement identitaire et favoriser surtout des décisions de changement dans la vie, hein. Et puis vient effectivement la fin ou des fins, hein, puisqu'en fait parfois il y a des étapes de thérapie, hein. Il y a des patients qui sont revenus plusieurs fois avec moi pour finalement raffiner ou retravailler des choses, hein. Donc cette fin de thérapie, c'est l'étape ultime, hein, qui permet d'intégrer les acquis, hein. Donc on va dire la thérapie, c'est un peu comme un cycle de contact. On a comme toute expérience, nous sommes plutôt à la phase d'assimilation, d'intégration, d'évaluation, de bilan, hein, qui mobilise la personnalité, et la phase de retrait qui concerne la fin de la relation entre le patient et le thérapeute, hein. C'est pour ça qu'il y a les deux mots dans mon livre, hein, trace et séparation, hein. séparation. Trace, effectivement, ça évoque effectivement le terme de l'évaluation. Quelle trace on va laisser de ce parcours et comment finalement ça va permettre à la personne finalement de s'appuyer là-dessus pour dans sa vie actuelle, hein, et future, mettre du sens, hein. Et puis qu'est-ce qui va se passer après, bien sûr, hein.
Et puis après, Mhm. il y a le temps de la séparation, parce qu'il y a une sorte de sevrage, on va dire, d'un temps qui a été très intense, hein. Il y a une sorte de dépendance volontaire qui a été acceptée, mais qui finalement fait que parfois, pour certaines personnes, certaines pathologies, le départ est plus difficile, hein. Mhm. Parfois, effectivement, à l'inverse, hein, il y a des patients, effectivement, qui rompent trop facilement. Et donc, effectivement, c'est là qu'il faut être vigilant Oui. aussi, pour À pas la arrêter fin de trop thérapie, brutalement oui. et comprendre finalement qu'est-ce que très problématique ça masque, hein. Voilà. Et pour nos jeunes thérapeutes, qui vont t'écouter, qui vont certainement lire ce livre, hein, aussi à l'école Tanger ou dans d'autres écoles, est-ce que tu pourrais donner comme information, comme indication à des jeunes thérapeutes qui sont dans cette phase de fin de thérapie? Ouais, je dirais effectivement, pour pas se faire d'illusions, c'est la fin de thérapie n'est pas la fin de tout, hein. Il est possible finalement, ça va marquer la fin d'une étape, hein, et que la personne finalement a besoin d'une pause et qu'effectivement, quelque temps après, elle aura besoin de reprendre un travail sur elle-même. Mais néanmoins, effectivement, il convient effectivement de saisir les indices, hein. Il ne Mhm. s'agit pas que ce soit trop prématuré. Je parlais tout à l'heure des personnes qui finalement rompent trop facilement. Il ne s'agit pas non plus de créer des thérapies interminables, hein, où finalement la personne s'accroche à la thérapie comme une bouée de sauvetage, mais finalement n'arrive pas à vivre sans. Et donc, effectivement, il s'agit que ça soit un accord des deux Mhm. parties, hein, des deux partenaires, pour regarder au fond qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense que ce que tu disais effectivement tout à l'heure, c'est important, c'est que finalement il y a des fins au cours de la thérapie, ne serait-ce que par le temps de séparation des vacances, par exemple, qui est toujours l'occasion au fond de faire une évaluation et voir où la personne en est, hein. Et donc, effectivement, après, on décide effectivement comment on va poursuivre, de quelle façon, est-ce qu'on modifie un peu le cadre, est-ce que la fin de la thérapie, finalement, il va y avoir un espacement des séances, ou au contraire, effectivement, on décide d'arrêter à tel moment. Je pense que ça dépend vraiment de la problématique de chaque patient, et puis de la manière aussi dont le thérapeute travaille. Hein, voilà. C'est pour ça que j'ai mis aussi des fins au pluriel, comme tu le soulignais, hein, Oui. parce qu'effectivement, il n'y a pas un modèle idéal, il n'y a pas un modèle définitif de la fin, il y a un peu cette à sentir de façon très fine qu'est-ce qui se passe dans la relation avec cette personne-là et par rapport à moi, ce que je suis, hein. La fin de thérapie, tu disais que dans ton livre, c'est que euh, c'est rarement abordé dans les livres de psy. Est-ce que tu as une idée du pourquoi c'est rarement abordé par rapport à d'autres sujets qui sont plutôt abordés, par exemple sur le début de la thérapie? Le pourquoi, je ne saurais pas donner des explications, mais en tout cas, effectivement, c'est ce que j'ai remarqué. Hein, j'ai Mhm. cherché effectivement j'ai vu quelques articles comme ça dans des revues, et puis il y a un livre, le livre de Gérard Pommier, hein, sur la fin de l'analyse, le dénouement d'une analyse plutôt, Mhm. et qui finalement m'a pas apporté énormément de choses parce qu'effectivement c'est assez éloigné parce que c'est très ancien. Donc ça tient pas compte au fond des innovations, des actualités de la thérapie d'aujourd'hui. Et puis c'est très psychanalytique, lacanien. Et donc effectivement c'est un langage assez abscon, hein. Mhm. Voilà. Donc je ne saurais pas dire le pourquoi, mais en tout cas c'est sûr que on s'intéresse davantage au début et à la stratégie thérapeutique, mais finalement on néglige Mhm. la fin. Et je pense que Gilles Delisle a été un des premiers justement à ressentir ça, puisque son premier séminaire clinique là-dessus date de Était 2000. sur ce sujet, effectivement, effectivement est une étape importante, très importante de la thérapie aussi. Oui, et c'est pour ça que je lui ai demandé de faire la préface de mon livre. J'en ai été très content qu'il Mhm. Il a accepté de le fait, bien faire, sûr. hein, dans la mesure, effectivement, j'ai pris appui au fond sur tout ce qu'il m'avait appris ici, hein. Ce travail thérapeutique, est-ce que ces rencontres avec, là on touche un peu plus à ton sevrage à toi, hein, si Mhm. et qu'on l'aborde. Comment est-ce que tu le vis? Est-ce que ça te manque, ce travail d'accompagnement, de rencontres journalières avec des personnes que tu accompagnes? Comment tu es avec ça? Ben, je crois qu'il y a eu toute une étape. Il y a on va dire une étape, disons, d'assimilation, de sevrage qui a été assez long. Et je pense que le travail d'écriture m'y a aidé, hein. Hum, Donc, en fait, le premier trimestre qui a suivi, hein, puisque j'ai arrêté en juin 2024, hein, dans les locaux de Changy à l'époque, je suis tombé malade, en fait, hein. Donc, j'ai eu un gros problème au genou, puis ensuite j'ai eu un cancer de la prostate qui m'a demandé plusieurs mois, disons, de soins. Et j'ai commencé vraiment à émerger à partir de janvier 2025 de cette année. Et j'avais commencé à peine l'ébauche du livre, hein. J'avais simplement les interviews un peu en vrac. Et donc finalement, ça m'a donné vraiment
l'envie au fond de m'y mettre et effectivement le travail d'écriture m'a permis de mettre un peu de distance un peu à la fois et à chaque fois effectivement que je j'accompagnais un patient à travers les interviews, j'entendais leur voix et je me remémorais au fond ce qui s'était passé et la façon dont je l'écrivais finalement au fur et à mesure de l'avancée du livre à la fin j'ai eu envie de terminer vraiment hein, parce qu'en fait ça devenait presque trop. Il fallait que je me dégage du temps pour moi. J'étais absorbé et j'avais plus de temps pour ma famille, pour les activités que j'avais développées aussi comme bénévole. Et Mhm. donc j'avais besoin de terminer. Et donc finalement, à la fois j'étais heureux de l'avoir fait et un peu soulagé aussi finalement. Et donc aujourd'hui, bien sûr, je pense toujours à ce métier qui est un des plus beaux métiers du monde, je dirais. Je continue de le croire. Mais en même temps, effectivement, je suis content, j'accepte aujourd'hui d'avoir tourné la page, parce qu'effectivement, je suis aussi heureux dans ma vie, dans la mesure, effectivement, on demande aux patients de se libérer au fond du lien thérapeutique. Il faut que le thérapeute puisse faire le même chemin et trouver dans sa vie, au fond, des supports, des ressources, et de quoi alimenter son bonheur, hein. Mhm. Voilà. Je dirais un thérapeute heureux, c'est un bon thérapeute. Je crois, oui, tout à fait. Ça me paraît un bon signe, en tout cas. Et c'est vrai, bah, moi, j'ai développé la randonnée, notamment. Hein, c'est une de mes ressources, la méditation. Hein, d'accord, dont je reviens d'ailleurs sur un de mes derniers livres, hein, Mhm. lien entre la méditation et la thérapie. Mais c'est quelque chose que je continue de garder, de pratiquer et même d'enseigner un peu à certains. Et puis bah, la musique, le Mhm. chant, la chorale, et puis bon la famille, hein, parce que je suis papa et grand-père, donc j'ai Pour combler. le bonheur dans ma famille. Voilà. Mhm. Alors, tu fais de la méditation de pleine conscience, Pierre. Est-ce que tu peux dire un petit peu quelle est la différence entre une méditation classique et la méditation que tu appelles quoi de pleine conscience? Alors j'appelle plutôt la méditation de pleine attention consciente. D'accord, d'accord. La pleine conscience, finalement, bah, c'est un terme qui avait été choisi par Thich Nhat Hanh, mais aussi par Christophe André en France hein, pour développer ce courant, et qui finalement vise à avoir à garder les apports au fond de la sagesse bouddhiste dans la pratique et dans la méditation. Moi, je m'en suis inspiré, bien sûr, parce que j'ai fait une formation aussi, de formation à la pleine conscience. Pour les Mais thérapeutes, c'est ça? Pour un public de oui, thérapeutes, c'est c'est ça. ça? D'accord, Mais aussi pour un public de stagiaires et de patients, hein. d'accord. Mais depuis plus de 25 ans maintenant, hein, je fréquente un centre qui s'appelle le centre Durkheim et qui est centré au fond sur la pratique du zen, hein. Et donc D'accord. c'est surtout ça qui finalement qui est le fort de ma pratique et qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, hein, parce que en parallèle de la thérapie que je faisais à l'époque, cette pratique du zen m'a beaucoup aidé et enraciné, je dirais, dans la vie et dans mon corps, hein, Mhm. sur cette terre. Et, Et et- donc, finalement, j'ai dit, oui, ça m'a tellement aidé, puis pourquoi je pourrais pas le faire bénéficier aussi certains patients qui finalement, ben, bien sûr, profitent de la thérapie, mais ont besoin aussi de prolonger ensuite par une pratique personnelle, hein. Donc, on fait quelque chose, disons, de plus solitaire, hein, puisque en général, c'est une pratique qui se fait seule, pour pouvoir finalement apprendre à se recentrer et notamment à se ressourcer dans ses sensations physiques, dans sa respiration, dans tout son être et de Mhm. retrouver son intériorité. Voilà, Ça il peut y a être quelque chose une qui aide prolonge précieuse. un peu et un peu plus loin la thérapie. Mhm. Donc, ça peut être une aide précieuse pour des thérapeutes, surtout des jeunes thérapeutes à un moment donné qui ont besoin de se recentrer sur eux. Oui, moi par exemple, entre chaque séance, je prenais un temps finalement pour souffler, pour respirer, pour me centrer, pour faire silence, de telle manière de me rendre disponible et de faire un peu le vide pour Mhm. ouvrir à ce qui allait arriver. D'accord. Parce que c'est vraiment des pratiques qui sont vraiment nécessaires. Bon, il y en a qui l'appellent autrement, hein, mais en tout cas, moi, Mhm. j'ai développé ça. Mhm. Encore samedi dernier, moi, j'ai fait une session sur le thème de l'automne, hein. Et Ouais. effectivement, il y a une dizaine de praticiens qui sont venus effectivement pour continuer, disons, parce que c'est pas qu'ils ne pratiquent pas, c'est qu'en fait, on a besoin à fond de groupe aussi pour continuer à pratiquer, à se soutenir, ressourcer. se soutenir aussi en groupe, c'est important. Exactement. Pour conclure, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu dans quel état d'esprit tu étais au moment où tu as pris ta retraite?
dans ces temps qui sont un peu troublés, dans ces temps de turbulence, on va dire, au niveau des institutions, au niveau du monde, de ce qui nous entoure actuellement. Un petit... comment tu es parti avec ça et qu'est-ce que tu peux voilà, nous dire à un moment donné de ce que tu penses de ce qui se passe là aujourd'hui autour de nous? Bah, c'est d'ailleurs dans la conclusion que j'aborde aussi cette question-là. C'est finalement mes inquiétudes sur l'avenir de la psychothérapie humaniste et relationnelle. Pour moi, elle est menacée pour différents motifs. D'abord, il y a une menace politique dans ce temps de montée des extrémismes en Amérique et en Europe, qui sont basés sur la force et non sur l'entente et la coopération. Est-ce qu'on pourra exercer encore ce métier d'éveilleur des consciences si demain la démocratie est menacée et disparaît? D'où, effectivement, ma première question. Menace aussi économique, parce que la baisse du pouvoir d'achat peut limiter les demandeurs. Le citoyen lambda est condamné à survivre et peut-être à considérer la thérapie comme un luxe pour les riches. Donc, d'où l'importance, effectivement, comment garder à fond cette ouverture à tous. Menace aussi par l'absence des priorités publiques. La dette catastrophique de l'État français, la dégradation progressive de la politique de la santé physique et mentale, en service public montre que le soin par la psychothérapie n'est plus une priorité, surtout dans un contexte de guerre en Europe. L'exigence de rentabilité va donner la préférence aux thérapies brèves en 10 séances remboursées par les mutuelles ou l'assurance maladie. Donc, effectivement, quid finalement de la thérapie transformative au long cours. Enfin, menace aussi par l'abus de l'intelligence artificielle. Un documentaire récent sur Arte, sur l'intelligence artificielle et psychothérapie, en 2025, m'a mis vraiment en alerte sur une possible utilisation abusive de l'IA. Des thérapeutes virtuels interagissent avec les patients, offrent un soutien émotionnel et des interventions thérapeutiques en temps réel, et ils sont utilisés de plus en plus par les jeunes de 16 à 30 ans. Cela pose des défis éthiques majeurs sur la confidentialité, la non-reconnaissance de la diversité et surtout l'illusion que l'on peut remplacer par des robots le contact humain et l'empathie dans la relation thérapeutique. Donc, nous, effectivement, mon inquiétude dans le développement de ça. Hmm, Il ne s'agit pas de renoncer à l'IA, mais il s'agit effectivement d'être très, très attentif à l'abus de l'IA. hmm. À sa bonne Donc, utilisation au profit de l'humain. voilà. Hmm, Et donc c'est un peu une alerte que je lance quoi, avec d'autres d'ailleurs, pour prendre la mesure de ces dangers et d'agir en conséquence pour toujours rendre possible la pratique de ce beau métier de psychothérapeute à tous les âges de la vie. hmm. Merci Pierre. Est-ce que tu as d'autres choses qui sont importantes pour toi à dire à nos lecteurs et à ceux qui vont voir cette vidéo? Disons qu'il y a je vais pour ceux qui voudraient poursuivre, effectivement, je vous invite effectivement à lire le livre, mais effectivement, je vais faire une présentation de ce livre aux éditions L'Harmattan le 25 novembre de 19h à 21h. Et puis, il y a d'autres occasions peut-être où je pourrais aller venir présenter ici et là ce livre. Et donc, je suis à la disposition des personnes qui seraient intéressées. D'accord. La présentation, ça se passera où alors? Alors, c'est à Paris, à Paris. l'Harmattan, aux D'accord. éditions L'Harmattan. Ok. En tout cas, merci Pierre pour ce livre. Donc, qui va aussi permettre aux personnes de travailler sur la fin de thérapie. Parce que, Voilà, puis je présente tous mes encouragements pour la nouvelle équipe de Changer, merci. pour votre courage et ténacité pour mener à bien ce beau bateau qui est Changer. Merci. Merci à toi, Pierre, et merci voilà, pour ton accueil, pour ta présence, pour ta gaieté, hein, et, pour ce beau livre que tu nous offres. Merci à toi, et puis Merci. bonne continuation et bonne retraite à toi, Merci Jean-Michel. Pierre. Au revoir.